Je suis en transit au Togo et j'ai été très honoré d'être reçu par le chef de l'État et par le Premier ministre togolais. J'ai partagé avec lui les problèmes de la République centrafricaine et je voudrais vraiment encore remercier le gouvernement togolais et tout le peuple togolais pour le soutien dont nous bénéficions de votre côté, soutien politique, soutien dans tous les domaines. Et voici à présent les images de l'arrivée ce jeudi à la mi-journée du Premier ministre centrafricain à Lomé. André Nzapayeke a été accueilli, vous allez le voir, par son homologue togolais Artem Seliagodji Aomezono. Les deux hommes ont eu à l'aéroport un bref entretien au salon d'honneur de l'aéroport général Gnassingbé et Adéma. Tout comme à l'arrivée, l'hôte togolais a été salué au départ, toujours par le Premier ministre Aomezono. Vous voyez là donc les images de l'entretien entre les deux hommes à l'aéroport général Gnassingbé et Adéma. Auparavant, le chef du gouvernement aura présidé dans la matinée les premières assises nationales sur la mobilisation des compétences dans la diaspora zone Afrique. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure. C'est une grande première qui mobilise plus de 200 participants appelés à passer au crible les problèmes de la diaspora, aussi bien dans les pays d'accueil que dans les pays d'origine. Et sera Théoto pour les précisions. Le Togo est déterminé à capitaliser l'ensemble des compétences dont regorgent ses fils et filles et surtout de la diaspora. Le chef de l'État a marqué sa volonté dans ce sens et depuis lors, plusieurs initiatives sont prises, en témoignent les premières assises ce jour à Lomé de la diaspora togolaise zone Afrique, assises présidées par le Premier ministre Artem Aomezono. Cet événement d'une grande importance appelle à lever les goulots d'étranglement qui entravent le retour au bercail des compétences nationales. C'est pour pouvoir justement répondre à un certain nombre de préoccupations de nos compatriotes de la diaspora. Donc c'est en ce sens que des tournées de sensibilisation et de mobilisation ont été initiées et à la suite de ça, nous organisons ces assises. Et comme vous aurez pu le constater, ces assises ont été organisées par zone. Dans la zone Europe à Paris, la zone Amérique du Nord à Montréal. Donc aujourd'hui, c'est le tour de l'Afrique. L'importance de la diaspora est indéniable dans le processus de reconstruction et de relance de la croissance économique du Togo. Les différents intervenants, tout comme le représentant de la Banque africaine de développement, Serge Nguessan, l'ont démontré chiffre à l'appui. Les transferts d'argent entre 2011 et 2012 sont estimés à plus de 168 milliards de francs CFA et plus de 187 milliards en 2013, soit un taux de 10% du PIB. Ces transferts ont rapporté 15 milliards de francs CFA de recettes fiscales. C'est un atout inestimable pour le pays, considère la BAD qui promet son soutien au Togo dans la recherche de solutions aux problèmes de la diaspora. Pour le ministre Gilbert Bawara, représentant son collègue des Affaires étrangères, ces problèmes sont de deux ordres, dans le pays d'accueil et dans le pays d'origine. Au Premier ministre d'ajouter la crise de confiance entre la diaspora et le gouvernement comme un frein au retour des compatriotes. Durant plusieurs années, notre cher pays, le Togo, a été malade de la méfiance entre ses propres fils. Cette situation de crise de confiance a malheureusement compliqué les relations entre certains segments de notre diaspora et les institutions étatiques. Et très vite, ce manque de confiance est apparu comme un handicap pour les diverses initiatives entreprises par le gouvernement à l'endroit des Togolais vivant à l'étranger et se manifeste parfois par des réticences et des critiques aux actions publiques, pourtant destinées à renforcer les liens avec les Togolais de l'extérieur. Je me rappelle les propos de ce responsable d'une institution financière internationale, nous disant au cours d'une audience avec le chef de l'État qu'après un séjour au Togo, il a assisté à un débat où des Togolais de la diaspora noircissaient systématiquement leur pays. Nous étions en 2008. Et à sa question de savoir depuis quand ceux qui tenaient ces propos étaient retournés au Togo, il s'est entendu dire en 1993. Sa réaction était de leur dire « Nous ne parlons pas du même pays, car moi je reviens d'un pays en plein mouvement et dont les responsables ont véritablement pris la mesure des enjeux et mettent tout en œuvre pour faire décoller leur pays.
avec le concours des partenaires techniques et financiers, ce qui explique d'ailleurs que j'étais dans ce pays il y a quelques jours. La question n'est pas de demander à la diaspora de se ranger derrière le gouvernement de manière caporalisée, mais de transcender les divergences politiques pour n'avoir comme point de mire que l'intérêt de notre cher pays, le Togo. L'heure est désormais venue, chers compatriotes, patriotes que nous sommes tous, de taire les contingences politiciennes et de n'envisager que le développement de notre pays. Oui, nous le pouvons, parce que le Togo nous est tout cher. Aujourd'hui, l'existence d'une forte communauté de Togolais résidant à l'étranger soulève davantage des défis qui interpellent autant la conscience de ces expatriés que celle des gouvernements. Ces défis se résument d'une part aux attentes, préoccupations, problèmes et espoirs de ses concitoyens, et d'autre part aux actions significatives que pourraient engager les pouvoirs publics en vue de favoriser l'implication de ces Togolais de l'extérieur dans le processus de développement de notre pays. Les autorités togolaises, qui ont déjà compris la nécessité de recourir aux ressources de la diaspora pour le développement national, ne ménageront aucun effort pour soutenir et mettre en œuvre les recommandations des 10 assises. Le Premier ministre Artem Aoumezonou a listé en outre les différentes actions du gouvernement avec les mêmes objectifs que la présente rencontre. La diaspora togolaise est estimée à plus de 1 500 000 personnes avec les 2 tiers dans la zone Afrique. Les 200 délégués suivront en 2 jours 9 communications relatives entre autres aux opportunités d'emploi, d'investissement et de marché au Togo. Des compétences qui pourraient bien participer à la culture de résultats, mieux la gestion axée sur les résultats, leitmotiv de la Semaine nationale de l'évaluation des politiques publiques lancée depuis mardi. L'exercice est en cours. Ce soir, on va essayer de mieux comprendre, primo, qu'entend-on par gestion axée sur les résultats, secondo, quels en sont les contours pour améliorer le quotidien de la population. Les questions, la réponse, Edem Sousoukou. Il ressort d'une évaluation que les notes obtenues par le Togo concernant la pratique de la gestion axée sur les résultats de développement sont de 2,2 sur 5. Une note qui est le résultat de faibles performances en matière de budgétisation axée sur les résultats des systèmes d'information et de redevabilité. Le gouvernement togolais a pris la mesure des enjeux et veut faire mieux impacter ses politiques publiques sur les populations. Et le ministère auprès de la présidence de la République, chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques, va s'en charger. Il y a 3 principes dans la gestion axée sur les résultats qui est simplement une chaîne logique qui relie les instruments dont on dispose avec les objectifs. Donc les 3 principes qui régissent la gestion axée sur les résultats, c'est l'efficacité des actions. C'est-à-dire que les actions atteignent leur objectif. Ensuite, l'efficience, c'est-à-dire que les actions atteignent leur objectif au coût le plus faible possible pour la collectivité. Et enfin, la qualité des dépenses. Le principal objectif, c'est la promotion de la bonne gouvernance, c'est-à-dire l'exemplarité dans la gestion. Il faut donc aller vers une nouvelle gestion de l'action publique et permettre à tous les ministères de réaliser à partir de 2017 au plus grand tard des budgets programmes très lourds. Ceci en déclinant les différentes composantes des politiques en programmes et projets. Les partenaires sont là et sont prêts pour accompagner le Togo à réaliser des performances en matière de gestion axée sur les résultats. C'est dans le but de permettre à tous les pays membres de l'UEMOA, n'est-ce pas, d'améliorer la situation de la GRD de façon globale, mais aussi d'utiliser la gestion axée sur les résultats pour accélérer la mise en œuvre de quelques politiques d'intégration régionale, notamment la convergence macroéconomique, l'amélioration du climat des affaires et la facilitation du commerce. Notre objectif justement, c'est de renforcer vraiment les capacités dans le domaine du suivi, évaluation et de la garde, à travers donc une matrice d'action qui comprend des formations qualifiantes. On a même un projet de formation diplômante en master, mais aussi on va appuyer les pays, on va accompagner les pays dans la mise en place de systèmes de suivi et évaluation, dans l'élaboration de politiques nationales, n'est-ce pas? Mais également, dans les pays, on appuie le gouvernement, on travaille aussi avec les associations, les sociétés d'évaluation, mais on travaille aussi avec le Parlement.
La gestion axée sur les résultats de développement appelle donc à une action concertée et le contrôle citoyen de la chose publique est souhaité. La communauté de pratique de gestion axée sur les résultats de développement au Togo est mise en place le 1er mars dernier et va donc soutenir l'effort du gouvernement à s'orienter vers des résultats satisfaisants et plus perceptibles par la population. La gestion encore et cette conférence donnée hier à Lomé par le professeur Alain Burlot. Il est précisément question de contrôle de gestion au sein des entreprises, thème abordé par le conférencier avec son auditoire étudiant, chef d'entreprise Robert Potogbe et Rachel Aokou. La rencontre de partage entre le professeur Alain Burlot et les chefs d'entreprise financières, les gestionnaires et les étudiants de l'École supérieure d'audit et de management ESAM était axée sur le contrôle financier des PMI-PME. L'orateur français a d'abord éclairé ses interlocuteurs togolais sur les outils et les caractéristiques d'une bonne entreprise à l'ère des technologies avant de débattre avec eux du contrôle de la gestion au cœur du management sous le thème « La performance au service des hommes » ou « Les hommes au service de la performance ». L'axe principal, c'est le lien entre le contrôle de gestion et la gestion des ressources humaines. Les entreprises aujourd'hui sont des entreprises qui produisent des produits très élaborés ou des services très élaborés et qui sont beaucoup plus dépendantes de la qualité des ressources humaines qu'une entreprise qui fabriquait des produits en série extrêmement simples. Donc, c'est les ressources humaines qui sont la source de la performance des entreprises. La performance des entreprises, c'est l'investissement. Et l'investissement, ça veut dire du travail, ça veut dire des salaires plus élevés. Donc, c'est une préoccupation pour tout le monde. L'excellence va au-delà de connaissances et donc de recherche de la compétence pour être opérationnel dans les entreprises ou dans les institutions ou dans les organisations qui vont pouvoir vous employer plus tard. L'opportunité a été offerte aux étudiants d'approfondir leurs connaissances sur le management d'entreprise. Ça m'a permis personnellement d'avoir une plus large ouverture d'esprit, d'appréhender encore plus les notions théologiques et puis d'avoir un outil assez perfectionné pour la suite de ma formation. Son développement, ça me sort en fait de l'environnement purement technique dans lequel je me suis mis dans le contrôle de gestion. Et là, je peux dire que j'ai beaucoup appris. Alain Burlot est un professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers CNAM de Paris et ex-directeur général de l'Institut national des techniques économiques et comptables INTEC. Il entend poursuivre ses échanges avec les différents acteurs afin d'apporter sa contribution au développement du secteur privé togolais. L'actualité ce soir, eh bien, c'est aussi le coup d'envoi ce jeudi du 6e Forum du paysan togolais, un rendez-vous annuel qui accueille depuis ce matin donc à Kara les agriculteurs de toutes les régions du Togo. Les thèmes de référence sont déjà connus et rappelés d'ailleurs encore ce matin à Kara. Sur place, la correspondance de Nestor Moujou. Après la première édition en février 2009 et la quatrième en mars 2012, Kara est encore le carrefour de l'agriculture togolaise. Du 27 au 29 mars, la ville abrite le 6e Forum national du paysan togolais. Ce cadre de concertation a été institué pour donner l'occasion aux producteurs d'échanger avec les partenaires, les services techniques et les autorités sur l'état de l'agriculture au Togo. Les producteurs sont arrivés à cette rencontre conscients des acquis obtenus grâce au forum précédent. Depuis que le forum a été institutionnalisé, il faut dire que la mise en place des intrants a été beaucoup plus effective jusqu'à ce jour. Et l'accès au marché, il faut dire que par le passé, il y a le PAM qui est intervenu, par exemple pour l'achat du maïs. Donc il faut dire qu'il y a de l'impact. Le forum a vraiment de l'impact sur les producteurs agricoles. Beaucoup de jeunes ont suivi des formations dans le cadre de leur installation pour les projets innovateurs. Donc il faut dire qu'aujourd'hui nous nous réjouissons, mais quand même le chemin est encore long. Le 6e Forum national du paysan togolais vise à raffermir la reconnaissance nationale et la prise en compte du rôle et de la place des acteurs agricoles et de leurs partenaires dans les actions de développement économique du pays. Il a également pour objectif d'amener les producteurs à se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Je voudrais, du haut de cette tribune,
témoigner toute notre reconnaissance et celle du monde rural au président de la République, son Excellence M. Faure Eswazina Gnazingbe, pour les nombreux efforts qu'il a consentis dans la relance du secteur agricole, véritable poumon de l'économie nationale. Nous tenons à saluer le choix du thème retenu pour cette 6e édition, à savoir entrepreneuriat agricole et agriculture familiale. Quel enjeu, quel défi. En effet, dans nombre de pays africains où l'agriculture a une forte coloration familiale, l'entrepreneuriat agricole évoque une peur réelle ou supposée des petits producteurs qui, en plus des difficultés majeures qui jalonnent toute la trajectoire de leurs activités, ils estiment que l'émergence de l'industrie agroalimentaire dans nos États, quelle que soit son envergure, sonnera le glas sur leurs activités déjà précaires. Mesdames et Messieurs, pour susciter l'adhésion de tous les acteurs dans cette nouvelle approche, il va falloir analyser le contraste qui s'établit. Le PENIASA, 3 ans après, quel acquis? Mécanisme de gestion des intrants agricoles, état des lieux et perspectives. La maîtrise de l'eau face aux enjeux du changement climatique. La protection de la biodiversité, la gestion durable du matériel agricole de production et de transformation. Voilà globalement les autres sujets au menu de ce 6e forum national du paysan togolais. Il est 20h18. Question de santé à présent et d'abord ce communiqué du ministère de la Santé. La fièvre virale hémorragique à virus Ebola, communément appelée fièvre Ebola, a fait son apparition dans certains pays ouest-africains, notamment en Guinée-Conakry, en Sierra Leone et au Libéria, où des cas suspects en cours d'investigation ont été signalés. Compte tenu du caractère hautement contagieux et mortel de cette maladie, le ministère de la Santé invite instamment la population à renforcer sa vigilance et à observer les mesures ci-après. 1. Être attentif à l'apparition d'une forte fièvre accompagnée des signes suivants. Diarrhée sanglante, selle noire, saignement du nez, saignement de la peau, saignement des gencives, sang dans les urines, crachat contenant des traces de sang, sang dans les vomissements, saignement à tout autre endroit du corps. 2. Éviter la manipulation ou la consommation des animaux vivants ou morts, tels que les agoutis, les rats, les souris, les porcs-épics, les biches, les singes, les lièvres, les chauves-souris, les chimpanzés, les gorilles, qui sont identifiés comme étant des vecteurs de cette maladie. 3. Laver régulièrement les mains avec du savon ou avec de la cendre. En cas d'apparition des signes cliniques précités, le ministère de la Santé invite les personnes concernées à se rendre de toute urgence au centre de santé le plus proche ou à téléphoner au numéro suivant. Service des maladies infectieuses, CHU Sylvanus Olympio, numéro de téléphone 22 22 57 51 ou le 22 21 38 26. Division de l'épidémiologie, numéro de téléphone 22 21 41 94. Il faut noter que la transmission de la fièvre virale hémorragique à virus Ebola se fait par un contact direct avec le sang et surtout par une manipulation directe du gibier, qu'il soit vivant ou mort. Et voilà donc ce qu'indique ce communiqué du ministère de la Santé. Et pour en savoir plus encore, nous recevons dans ce journal pour des précisions le professeur Napokura Gado Agarazi, le secrétaire général du ministère de la Santé. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Première question, ce communiqué qu'on vient donc d'écouter décrit les symptômes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui déjà des cas déclarés ou nous sommes tout simplement dans la prévention? Merci beaucoup. Je vais vous dire de façon péremptoire, il n'y a ni cas suspect, ni cas déclaré au Togo. Nous sommes donc dans une logique de prévention. L'Organisation mondiale de la santé donne des directives claires au pays. Le risque est un risque lié au pays limitrophe du pays dans lequel des cas de fièvre Ebola auraient été déjà déclarés. Et lorsqu'il y a un cas suspect, il reste suspect
jusqu'à ce que les analyses qui sont obligatoires ne le confirment. Donc les mesures qui sont aujourd'hui édictées par le ministère de la Santé, ce sont des mesures de prévention. Pas donc de panique. En cas de cas avérés, éventuellement, est-ce que nos structures aujourd'hui sont prêtes pour une prise en charge efficace? Alors, nos structures sont prêtes déjà pour prendre en charge les cas suspects. Parce que si une personne qui a une forte fièvre, qui ne répond pas au traitement habituel, et si en plus de la forte fièvre, il y a des saignements, des hémorragies, en tout autre endroit du corps, cette personne peut être considérée d'abord comme cas suspect. Donc nos structures sanitaires sont déjà en alerte pour prendre en charge ces cas suspects, que ce soit à Lomé ou dans tous les districts sanitaires, et la prise en charge de ces cas suspects va nécessiter des prélèvements sanguins qui vont être envoyés dans des laboratoires qui sont reconnus par l'Organisation mondiale de la santé. Le plus proche de nous, c'est l'Institut Pasteur de Dakar. Professeur, dernière question ce soir. Avez-vous des consignes, des dernières consignes à donner aux populations, aux téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui pour faire face à cette menace? La première consigne, c'est pas de panique. Encore une fois, nous sommes dans une logique de prévention. Et nous respectons les données que l'Organisation mondiale de la santé, Bureau régional pour l'Afrique, édicte pour les pays limitrophes d'abord, mais les pays de la sous-région. N'oublions pas qu'il peut y avoir des migrations de personnes par les moyens de transport que nous connaissons, que ce soit par voie aérienne, par voie terrestre ou par voie maritime. Donc c'est dans cette logique que nous sommes pour donner des mesures de prévention. Et justement, il y a le ministère de la Santé qui a édité également une autre communiqué sur le sujet. Nous allons recevoir dans un instant, merci beaucoup professeur, nous allons recevoir dans un instant la représentante résidente donc, de l'OMS au Togo pour en savoir justement un peu plus sur les directives à suivre tout à l'heure. Mais d'abord, ce communiqué au point d'entrée du territoire national sur la fièvre virale hémorragique à virus Ebola, aéroport, et postes de frontières terrestres. Chers voyageurs, la fièvre virale hémorragique à virus Ebola est une maladie hautement contagieuse et mortelle. Elle existe actuellement en Guinée-Conakry. Des cas suspects en investigation ont été signalés en Sierra Leone et au Libéria. Et si vous venez donc de l'un de ces pays infectés et souffrez d'une fièvre brusque associée à une diarrhée contenant du sang, des selles noires, des urines avec du sang, des crachats contenant des traces de sang, des vomissements avec du sang qui coule du nez ou la présence de sang en tout autre endroit du corps, eh bien consultez dans un centre de santé ou dans un hôpital public le plus proche et informez le personnel de santé sur votre pays de provenance. Notez bien, votre santé et celle de vos proches dépendent de votre réaction. Voilà ce qu'indique également ce second communiqué du ministère de la Santé. Et on va recevoir, pour en savoir un peu plus justement sur les directives, le professeur en parlait tout à l'heure, donc de l'OMS, nous recevons donc à ce propos Dr Imboua Naviala Lucille, représentant donc de l'OMS. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, à l'OMS, comment réagit-on face à cette menace du virus Ebola? Merci. Tous les trois niveaux de l'OMS, à savoir le siège, le bureau régional pour l'Afrique et les bureaux de pays sont mobilisés et l'action se concentre pour l'instant sur la Guinée qui enregistre les cas. Un regard également est tourné vers la Sierra Leone et le Libéria où des cas suspects ont été signalés. Les investigations sont en cours. Au niveau des bureaux de pays, avec les directives reçues du bureau régional, les pays se préparent, ils réactivent les comités nationaux de gestion des épidémies. On encourage également les pays à renforcer la surveillance et également à communiquer aux populations ce qu'elles doivent faire. Et aussi, on informe les pays qu'il y a un fonds africain
pour les urgences de santé publique. Et en cas de nécessité, on peut avoir recours à ce fonds. Aussi faut-il que tous les pays soient à jour dans leurs cotisations. Et au-delà de ces directives, qu'êtes-vous prête à faire, l'OMS j'entends, pour venir en aide aux populations face à cette dangereuse épreuve? Nous allons aider les populations à travers le ministère de la Santé. Et déjà l'aide a commencé avec la sensibilisation. Et nous allons aider à ce que les informations arrivent aux populations pour qu'elles puissent non seulement se surveiller l'entourage et surtout signaler le moindre cas suspect. Merci beaucoup, Dr Imboua Naviala Lucille, représentant donc de l'OMS au Togo, pour toutes ces précisions avec vous. Donc on en sait maintenant un peu plus sur ces directives donc de l'OMS. Un mot de l'actualité à l'étranger, la première comparution de Charles Blé Goudé devant la CPI, la Cour pénale internationale. Le général de Russie s'est montré combatif et dénonce ces conditions de son incarcération à Abidjan, Côte d'Ivoire. Regardez. Combatif qui comparaît pour la première fois depuis son transfèrement à la Cour pénale internationale. Cette audience, présidée par la juge Sylvia Fernandez, vise notamment à lui signifier ses droits. Le général de la rue est accusé de crimes contre l'humanité. D'entrée de jeu, Charles Blé Goudé, qui se présente comme un consultant en communication politique, affiche une grande assurance. Contrairement à une certaine opinion, je sais que je repartirai chez moi. Et je sais que je repartirai chez moi. Charles Blé Goudé se dit innocent et prêt à contribuer à la manifestation de la vérité sur la crise post-électorale qui a fait 3000 morts en Côte d'Ivoire. L'ex-leader des jeunes patriotes dénonce les conditions de sa remise à la CPI. Charles Blé Goudé s'insurge aussi contre la manière dont il a été traité pendant sa détention à Abidjan. Pendant 14 mois, j'ai été séquestré, Madame la juge. J'ai fait 10 mois dans un violon, nu. Je n'étais pas bien nourri. Chaque soir, Madame la juge, je devais chercher un morceau de viande solitaire dans une mare d'eau abusivement appelée soupe. Sur place en Côte d'Ivoire, partisans et adversaires de Charles Blé Goudé ont suivi sa première comparution devant la CPI. Leurs réactions sont contrastées. Quant à nous, nous sommes très confiants, nous savons que sera acquitté, il va nous rejoindre pour que le combat qu'on a commencé, nous allons le terminer ensemble. Ici aujourd'hui, Blé Goudé il était à La Haye, c'est parce que on sait qu'aujourd'hui peut-être il y a une justice qui va se faire ou qui peut se faire. L'avocat israélien, maître Nicolas Kaufmann, est chargé avec 3 confrères d'assurer la défense de Charles Blé Goudé. L'Ivoirien, âgé de 42 ans, devra se présenter de nouveau devant la Cour le 18 août prochain, date du début de l'audience de confirmation des charges. 2 du règlement des procédures. Et ce journal va déborder un tout petit peu. Nous en venons maintenant à la page des sports de tous les jeudis. Claude Ama, comme d'habitude. Bonsoir Claude. Bonsoir, une date, mieux une échéance du 19 au 27 avril. L'événement, la première édition du President's Cup. Organisé en l'honneur du chef de l'État, son Excellence Fort Esozema Gnassingbé, ce tournoi qui revêt une double casquette permettra d'une part de célébrer la fête de l'indépendance et d'autre part bien préparer les cadets pour les éliminatoires de la CAN de la catégorie en 2015 au Niger. Des précisions avec Coco Lamine Konati. Du 19 au 27 avril prochain, Lomé va vibrer au rythme d'un tournoi ouest-africain de football des moins de 17 ans. Une compétition dénommée President Cup en l'honneur au président de la République, Fort Gnassingbé. Le tournoi va réunir 6 pays repartis en 2 poules de 3 équipes, à savoir le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire dans la poule A, le Nigeria, le Niger et le Mali dans la poule B. Prélude à notre fête nationale, le 27 avril, et nous avons voulu initier cette coupe en l'honneur du président de la République, qui s'attache tellement à cette jeunesse. Nous voulons aussi refaire l'image de notre football. Nous voulons refaire l'image également de nos jeunes parce que depuis 2007, nous n'avons plus compéti dans la catégorie des moins de 17 ans et des moins de 20 ans. Or, c'est cette jeunesse-là qui doit constituer la pépinière pour l'équipe Fanion. Il s'agit pour nous de permettre à la jeunesse du FOAB, mais surtout ouest-africain, puisque nous avons invité le Mali qui est de l'autre côté, à venir prendre part à cette compétition.
qui aurait également pour l'objectif, que ça, personne ne l'a dit dans cette salle, mais ça va permettre aux équipes qui vont sortir de ce tournoi-là de se préparer pour les phases éliminatoires de la U17 qui commence déjà au mois de juin. Le match d'ouverture opposera le Togo au Bénin et en deuxième rencontre de la journée du 19 avril, le Nigeria s'expliquera avec le Niger. Le stade municipal et celui de Kégué sont les sites retenus pour la première édition du tournoi President's Cup. Dernier sujet, ce soir clos, direction Atakpamé où les militaires ont ouvert leur saison sportive par les championnats militaires et paramilitaires de cross-country et de tir. C'est le colonel Weniba Aradio, chef d'état-major de l'armée de l'air, représentant le chef d'état-major général des FAT, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des 10 championnats mardi à Atakpamé. Et ce, en présence de Yves Agbebibi, notre correspondant permanent dans la localité. Équipes participent à ce championnat militaire et paramilitaire de tir et de cross-country, édition 2014. Si le championnat de tir est à sa 4e édition, celui de cross-country est à sa 20e. Le lancement officiel de cette compétition a été donné à Atakpamé, question de rapprocher davantage l'armée des populations. Généralement, nos activités se déroulent au camp. Nous avons voulu faire participer la population. Et c'est pour cela que nous sommes très attachés à cette politique du président de la République qui veut l'union entre l'armée et la nation. Et c'est dans ce contexte que nous avons ramené cet événement en ville dans notre chef-lieu de la région des Plateaux pour que cet événement donne plus de population. Donnant le coup d'envoi de cette compétition, le représentant du chef d'état-major général, le colonel Aradio Weniba, a invité les participants à la discipline. Aussi bien pour le tir que pour le cross-country, les conditions s'annoncent âpres. Le courage et la détermination ne devront vous quitter en aucun moment. Le sport, particulièrement le cross-country, doit avant tout afficher les valeurs individuelles des hommes et ces rencontres doivent parfaire la cohésion de nos forces armées et de sécurité dans la droite ligne des idéaux que ne cesse de prôner le président de la République, chef des armées, son Excellence Fort Essorzimna Gnassingbé. Le cross-country est aujourd'hui plus qu'un sport, une culture, une éthique, une chance pour les jeunes dans notre pays, en même temps qu'un magnifique instrument au service de l'unité nationale. Je souhaite à toutes les équipes engagées une bonne chance. Sur ce, je déclare ouvert le 4e championnat de tir et la 20e édition du championnat militaire et paramilitaire. La météo, juste après, Cléo Sabine Poko pour les prévisions. Merci à vous qui nous suivez à Bamako, Niamey, Paris, Bruxelles, ce soir partout dans la diaspora, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.